Est-ce qu'il est possible de lire 100 livres? A priori, oui. Maintenant, est-ce qu'il est possible de lire 100 livres en 100 heures? Voire même en 10 heures? Voilà une interrogation qui avait de quoi attiser ma curiosité. Pour y répondre, j'ai donc lu. Beaucoup lu. Bonjour, c'est Ulysse, et croyez-le ou non, mais je n'aime pas lire. Je préfère écrire. Attention, je parle ici de la lecture au sens récréatif, et pour le dire en d'autres mots, je ne trouve que très peu de plaisir à l'idée de prendre un gros roman et de bouquiner pendant des heures. Je n'aime pas beaucoup lire, mais je n'en reste pas moins fasciné par les grandes idées des écrivains qui se cachent derrière chaque livre. Et c'est là que ce challenge va soulever un grand débat. Qu'est-ce que la lecture signifie pour vous? Pour moi, elle signifie avant tout de comprendre ce que l'auteur a voulu transmettre. D'ailleurs, sur Wikipédia, il y a 9 définitions pour le mot « lire », et pour 6 d'entre elles, on y retrouve le champ lexical de la compréhension et de l'interprétation. Pour moi, un bon livre, ce n'est pas celui que je vais ouvrir pour dévorer chaque mot jusqu'à la fin puis le refermer, c'est plutôt celui que je vais ouvrir sur une seule page, et cette page va me faire réfléchir. Elle va m'amener à aller faire des recherches, à aller peut-être écouter une interview de l'auteur, à en parler avec mes amis, et in fine, très souvent, à me perdre sur Wikipédia. Je vous l'ai déjà dit, mais je me perds très souvent. Au début de l'année, un petit peu comme une bonne résolution, je me suis dit qu'il fallait que je lise plus. Et entre nous, je me suis aussi dit que j'allais me remettre au sport, et pour l'instant, on en est très loin. Mais pour la lecture, je me suis développé une petite méthode maison pour rendre accessible l'inaccessible et lire un livre par jour. Mais dis donc, Jamy, elle ressemble à quoi ta méthode? Eh bien, je vais vous le dire. À chaque fois qu'on me recommande un livre, je le note sur une liste, et puis, pour chacun d'entre eux, je vais chercher entre 1 et 3 résumés différents. L'idée, c'est de combiner plusieurs résumés courts de moins de 5 minutes avec un résumé qui est plus long, entre 10 et 15 minutes, voire même d'un TED Talk de l'auteur s'il en a fait un. Pour trouver les résumés, vous pouvez chercher directement dans Google, ou bien utiliser des applications comme Blinkist ou Storyshot si vous aimez lire en anglais, et si vous préférez le français, vous avez Cooper. L'objectif, c'est de dégager la grande idée d'un livre. Et ensuite, pour bien l'ancrer, je note dans une spreadsheet, parce que j'aime bien les spreadsheets. Je suis amoureux. Me jugez pas. Je disais donc que je note dans une spreadsheet les quelques key learnings que j'en tire. Cette phase, elle est vraiment importante parce qu'elle me rend actif dans la lecture et elle me pousse à vraiment réfléchir au livre et à ce qui est intéressant d'en tirer. Cette méthode ne fonctionne pas très bien pour les romans. En revanche, elle est particulièrement adaptée pour les livres de développement personnel et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut bien comprendre que le développement personnel, c'est un mindset que l'on pourrait résumer au fait de chercher à devenir une meilleure personne chaque jour. Ce mindset, il est commun à tous les livres. Ce qui les différencie, ce sont plutôt les moyens pour y arriver. Chaque livre dégage donc une grande idée qu'il faut arriver à saisir, puis décomposer en actions concrètes si l'on veut que cela ait un vrai impact dans sa vie. Généralement, cette grande idée, elle est enrobée dans des exemples, dans des histoires ou dans des études qui peuvent parfois rendre le livre assez chiant à lire. En tout cas pour moi. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais parfois dans ces livres, on y retrouve aussi pas mal de conneries. Et ce n'est pas parce qu'un auteur a écrit quelque chose à un moment donné qu'il avait forcément raison. Pour bien comprendre ce dernier point, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. Le développement personnel, c'est un mindset, et chaque livre propose des moyens de l'inculquer. À chaque fois, les auteurs sont convaincus d'avoir trouvé le truc pour y arriver, mais il faut toujours remettre une œuvre dans son contexte, que ce soit le contexte de l'époque ou bien celui de l'auteur. Si une méthode fonctionne pour lui, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va fonctionner pour tout le monde. Par exemple, il y en a qui gagnent grandement en productivité en se levant à 5h du matin et en ayant une super morning routine, quand d'autres préfèrent juste traîner un petit peu au lit avec sa chérie, et ils sont bien plus heureux comme ça. Il ne faut pas oublier que le but ultime de tout ça, ça reste le bonheur. Bref, revenons au challenge. J'ai utilisé ma méthode pour compiler dans une spreadsheet les key learnings de 100 livres, choisis plus ou moins arbitrairement, que ce soit des grands classiques ou des recommandations. Et j'ai passé plus ou moins environ, c'est pas exact, ça dépendait, 30 minutes par livre, ce qui représente au total environ 50 heures pour lire 100 livres. Ce qui représente l'équivalent d'une grosse semaine de travail, mais vous pouvez aussi vous dire que vous lisez un livre par jour, et vous pouvez en lire comme ça 365 par an. J'ai donné accès à ma spreadsheet à ceux qui sont abonnés à ma newsletter payante. Et si vous abonnez maintenant, ne vous inquiétez pas, vous la recevrez aussi par mail, et de toute façon vous aurez toujours accès aux archives de tous les autres challenges. Bon, entre nous, 5 € pour 100 livres. C'est un bon deal, non? La liste, elle est triée par défaut selon l'ordre alphabétique des titres, mais vous pouvez aussi créer des filtres pour la ranger différemment, comme par exemple par date de publication. Petite astuce. Quand vous lisez, vous pouvez cliquer sur le numéro à gauche du titre pour mettre en évidence toute la ligne et faciliter la lecture. Vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai tout fait en anglais, et ce, pour 2 raisons. La première, elle est de l'ordre pratique, puisque la littérature anglaise de développement personnel, elle est beaucoup plus fournie que la française.
Des os, pas des os. Et la seconde, c'est que j'en ai du coup profité pour entraîner mon anglais, que ce soit en lecture comme en écriture. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, eh bien ça peut être une occasion de s'y mettre, puisque les livres de développement personnel, comme les résumés d'ailleurs, eh bien ils sont assez faciles à lire. C'est marrant, ça on dirait une vraie fausse plante. Ou une fausse vraie plante, je sais pas trop. Enfin c'est une vraie plante qui ressemble à une fausse plante. Et je me suis encore perdu. Bon, je comprends tout à fait que certaines personnes aient envie de prendre le temps de s'immerger dans une histoire. Je vous juge pas, c'est promis. Personnellement, moi j'en suis difficilement capable et cette méthode me permet d'accéder à un univers qui me serait moins accessible sinon. C'est pourquoi il y a deux manières d'aborder cette spreadsheet. Pour ceux qui aiment se plonger en profondeur dans une œuvre, eh bien vous pouvez voir ce document comme une sorte de liste de teaser des grandes idées de chaque livre, et puis vous pouvez voir celui qui vous fait le plus envie pour le lire en entier. Et puis, pour ceux qui me ressemblent un peu plus dans l'approche, eh bien je vous invite à l'utiliser comme un reminder de tous les grands principes de développement personnel. Vous pouvez par exemple relire tous les key learnings tous les mois pour les garder en tête. Et vous pourrez probablement pas tout mettre en place d'un coup, et c'est pour ça qu'une idée pourrait être de sortir quelques actions à mettre en place pendant un mois, puis de faire le bilan à la fin de celui-ci. Transformation. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager quelques livres parmi les 100 qui m'ont particulièrement marqué. Commençons par une petite anecdote. Le livre le plus ancien de la liste n'est autre que le grand classique The Art of War de Sun Tzu, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi, le développement personnel, eh bien, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Il est suivi par On the Shortness of Life, qui a été écrit par Sénèque en 49 après Jésus-Christ. Ensuite, il y a 5 livres dont je voulais vous parler, et le premier, c'est celui que j'ai le plus apprécié, et il s'agit de Unfuck Yourself, de Gary John Bishop. Hey Gary! Alors déjà, le titre est cool, et ensuite, j'adhère beaucoup à son concept qui est d'arrêter de réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire les choses, mais plutôt de commencer à penser à comment on pourrait le faire fonctionner. C'est un changement mental que moi j'ai fait il y a quelques temps. Honnêtement, ça change vraiment la vie. En second, celui que je conseillerais à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le développement personnel et qui aimerait commencer, c'est The One Thing, et c'est pas facile à lire, surtout quand on a un accent tout pété comme moi, de Gary Keller. Mais il y a des Gary partout, hein. Il est très bien pour commencer parce qu'il ne mène pas vers la prétention de vouloir d'un coup tout changer, mais plutôt de se focaliser sur la seule et unique chose que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre vie. Vous pouvez aussi raisonner comme cela pour les différents aspects de votre vie. Par exemple, quelle est la chose que je peux mettre en place pour améliorer ma vie de couple ? Ou quelle est la chose que je peux mettre en place pour être sûr de prendre du temps pour aller faire du sport ou pour me recentrer sur moi-même, pour apprendre telle ou telle compétence, etc. etc. En troisième, je voulais vous parler du livre que j'ai le plus envie d'acheter pour le lire en entier, et c'est Never Split the Difference de Chris Voss et Tal Raz. C'est vraiment le livre que j'ai eu le plus de mal à résumer, puisque l'auteur c'est Chris Voss, et c'est un ancien du FBI, et il explique toutes ses techniques pour négocier pendant une prise d'otage. Pas question de faire des compromis quand il s'agit de négociation avec des otages, et difficile d'en faire de mon côté quand il s'agit de sortir quelques learnings. Mais j'ai vu que la Chris Voss avait fait récemment des vidéos en négociation sur Masterclass. Attendez, bougez pas, je vais me l'ajouter à ma to-do list. Checker Masterclass Chris Voss. Le quatrième livre, c'est celui que j'offrirai à un ami pour son mariage, et il s'agit de The 5 Love Languages de Gary Chapman. Ok, je vous promets, j'ai pas du tout fait exprès de prendre 3 Gary sur 5 livres, je viens tout juste de me rendre compte là. Et ce fameux troisième Gary, il nous explique que l'amour s'exprime à travers 5 langages, que sont les compliments qui sont faits à l'oral. Et petit chat ? Oui. Je te kiffe grave. En second, c'est le fait de passer du temps de qualité avec son ou sa partenaire. Chérie, est-ce que tu peux venir me faire réciter les 1000 premières décimales de pi ? Non. En troisième, ce sont les cadeaux, et l'auteur explique d'ailleurs que la valeur d'un cadeau réside plutôt dans l'idée, l'événement et le geste plutôt que l'argent dépensé. Et t'as vu, je t'ai fait un cadeau. Waouh. C'est une patate, avec des bras et des jambes. Et on va faire le quatrième, le fait d'aider mais intentionnellement son partenaire. Ok, repose-toi ma chérie, c'est moi qui vais faire à manger ce soir. À table! Et enfin, le cinquième, la communication par le physique. Toute l'idée du livre est de trouver quel est le langage primaire chez votre partenaire et ainsi se focaliser dessus. J'ai d'ailleurs à la suite de ce livre classé les 5 langages par ordre d'importance pour moi et aussi ce que je pensais pour ma copine avant d'aller lui en parler. Enfin, pour le cinquième et dernier, je voulais vous parler du livre qui a eu le plus d'impact dans ma vie, et c'est Company of One de Paul Jarvis. Alors j'aurais énormément de choses à dire sur ce livre, mais on pourrait résumer l'idée principale en une seule phrase, c'est de créer un business autour du lifestyle que l'on désire. Et c'est notamment cette phrase qui m'a amené à réfléchir à ma newsletter et au fait de vouloir créer du contenu tout en voyageant et en me challengeant chaque jour. Le livre nous amène donc à réfléchir à ce que l'on attend de son business, et dans mon cas, c'est la liberté. Alors on pourrait penser que juste le fait de créer une boîte, ça nous amène beaucoup de liberté, mais c'est pas du tout vrai, parce que quand on monte une startup par exemple, on peut avoir des investisseurs,
à qui on rapporte, on va avoir des employés qu'il faut payer, on va avoir des clients, il va falloir s'en occuper. Et c'est pour ça que cette fois, moi avec mon projet, je vais pas chercher à créer quelque chose d'énorme, puisque je veux pas vraiment d'employés et je veux pas avoir d'investisseurs non plus. Je veux pouvoir rester indépendant, puisque le fait de ne pas avoir de contraintes est beaucoup plus important pour moi que l'idée de faire beaucoup de profit. Voilà, j'espère que vous avez découvert des choses utiles. Comme pour le premier épisode, j'ai écrit un article complémentaire de la vidéo si vous voulez aller plus loin, avec notamment l'accès à ma spreadsheet, mais cette fois-ci elle est réservée aux abonnés de ma newsletter. Vous trouverez le tout en description. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, il me reste encore plein de challenges à relever, et d'ailleurs je compte sur vous pour m'en proposer dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau challenge.